Hello, dans cette vidéo, moi et Calixte, on va vous partager comment on a créé le prototype de Vadims.ai, comment on a réussi à créer la version alpha en moins d'une journée. Donc on va vous expliquer ça tous les deux dans cette vidéo. Petit message introductif pour vous dire, voilà, mettez un like pour le référencement, mettez un commentaire. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à répondre, à me dire en commentaire, je vous répondrai. Et ça me permettra de voir si jamais le contenu que je partage vous plaît, si je vous apporte la valeur que vous souhaitez. Et également, ça me permettra aussi d'être mieux référencé par l'algorithme. Je vous retiens pas plus longtemps. On passe à la vidéo. C'est parti. Ciao. Le Calix, j'espère que tu vas bien. Salut Vadim, ça va super et toi? Impeccable, impeccable. Donc du coup, on part sur prototype, histoire de voir un petit peu si on peut mettre en place une version bêta super quickly, quoi. C'est parti. Alors, je pense qu'on va partir sur Next.js. C'est un framework JavaScript. Enfin, c'est du TypeScript. Je te passe les détails techniques, mais l'idée c'est qu'il fait à la fois le front et le back. Donc, il y a à la fois la partie interface visuelle et à la fois la partie cerveau qui tourne derrière. Et pour la base de données, parce qu'il va falloir une base de données, on va partir sur Neon.tech. C'est une base de données au format Postgres. Encore une fois, je t'épargne les détails techniques, mais en gros, c'est gratuit pour un usage assez faible. Et l'avantage qu'il y a à utiliser Next avec Neon, c'est que ni la base de données, ni le front ou le back ne vont dormir. Ok, donc là, l'idée, c'est qu'on a déjà une V1 absolument atroce qui ne fait rien du tout. Ouais, Et là, on veut faire un MVP, quoi, un truc qui fonctionne et qui soit vendable, même si c'est très simple. exactement. Ok, ça marche. Donc en gros, la version vraiment de base, c'était juste du code. C'était fait avec Next aussi. Sauf que là, le but, ça va être de le mettre en prod. C'est-à-dire le faire tourner sur un serveur, le relier à une base de données et que ça enregistre les données, qu'on puisse s'inscrire, etc. Et qu'on puisse payer. Donc d'abord pour la base, petit rappel du coup, on a choisi de le faire avec Next.js. Donc c'est un framework JavaScript, enfin TypeScript. Plus ou moins la même chose. Ne me tuez pas les devs qui tombaient sur cette vidéo. Je sais que c'est pas la même chose, mais c'est pour simplifier. L'idée, c'est que pourquoi c'est bien Next? Pour deux raisons. Déjà parce que ça permet de tout faire en JavaScript, le front et le back au même endroit. Donc en gros, l'interface et le cerveau au même endroit. Et puis surtout, ça permet de l'héberger très facilement sur Vercel. Pour info, les mecs qui ont créé Vercel sont les mêmes qui ont créé Next.js. Ils ont pensé l'un pour l'autre. En fait, Vercel, c'est la plateforme qui va nous permettre d'héberger le code et qui va le faire tourner sur Internet. Et Next, c'est la boîte à outils, quoi, en gros. Et donc l'intérêt, c'est que contrairement au cas classique où on fait un front et un back séparés, donc par exemple un front en React et un back avec Django, mettons en Python, c'était une idée qu'on avait au début, mais qu'on a abandonné finalement parce qu'en fait ça demande d'avoir un back et un front séparés. Et du coup, quand tu fais ça, le back, souvent, il se met à dormir quand il est plus utilisé pendant 5 minutes par exemple, et il met 30 secondes à se réveiller. Évidemment, très pénalisant pour les utilisateurs. Après, c'est normal, hein, quand tu prends du gratuit, forcément, il y a des limitations. Mais nous, là, pour démarrer, on a besoin de quelque chose de gratuit et de très simple. Et l'intérêt de Next.js, c'est qu'il y a tout au même endroit et puis le back ne dort pas dans le sens où c'est optimisé. Le front et le back sont au même endroit et le front appelle le back quand il a besoin. Donc il n'y a pas de délai, il n'y a rien. En plus, Next.js, c'est un framework qui est très abouti et qui permet de switcher entre une navigation où toute la génération de l'interface se fait côté client, donc sur l'ordinateur de la personne qui va sur le site, ou alors d'en faire un maximum sur le serveur. Comme ça, la personne qui va sur le site, elle reçoit directement la page finie, entre guillemets. Ok. J'ai simplifié à mort, mais voilà l'idée. Nous, là, on va pas trop se prendre la tête avec ça. L'intérêt, c'est surtout d'avoir le front et le back au même endroit. Du coup, pour la partie base de données, ce qui va enregistrer tout ce qui se passe, toutes les générations, les utilisateurs, les préférences, tout, ça va être avec une base de données Postgres. Bon, c'est un format assez classique et polyvalent. Et on va le mettre sur Neon.tech. Neon.tech, c'est un site qui permet d'héberger sa base de données. Je simplifie à mort les gens qui connaissent rien en tech. La mémoire, c'est la base de données. Elle est hébergée sur Neon.tech. Point final. Le front, c'est l'interface. Ça, c'est hébergé sur Vercel directement avec le back. C'est qui va faire communiquer l'interface avec la mémoire. C'est le cerveau, entre guillemets. Ce sera également sur Vercel. Donc en fait, il y a Vercel et Neon, quoi. C'est les deux plateformes qu'on va pouvoir utiliser pour gérer le site. Et globalement, quand on va pousser le code que je vais mettre sur mon ordi, que je vais tester sur mon ordi, quand je vais pouvoir le pousser vers le monde extérieur, vers le monde réel, et ben c'est Vercel qui va s'en charger, tout simplement. Et dernière étape, du coup, Vercel, il déploie sur ses propres domaines. Ça veut dire que c'est sur des sites, suite de caractères imbitables, des nombres et des lettres, .vercel.app, quelque chose comme ça. Nous, ce qu'on veut, c'est rediriger ça vers notre nom de domaine, sur Ouais, c'est app.vadims.ai. ça, ouais. Donc voilà, ça se configure aussi. Et ce qui est magnifique avec Vercel, enfin une des choses magnifiques avec Vercel, c'est que quand moi je suis sur mon ordi, que j'ai fini mon code et que je fais une sauvegarde, donc un commit avec Git, pour ceux à qui ça parle, et que je le push vers le repository, donc en gros, base de sauvegarde du code, automatiquement, ça va mettre à jour avec Vercel. Ça, c'est quand même assez puissant. Donc ça veut dire que je fais mon code, je teste, il fonctionne, je le pousse vers le centre de sauvegarde, on va dire, le repository, et dans les minutes qui viennent, c'est mis à jour directement sur notre site en production. Donc ça, c'est plutôt pratique. Et c'est aussi pour ça que Vercel, c'est génial. Donc si je résume, PostgreSQL pour la base de données, parce que c'est polyvalent, simple,
rapide, efficace. Pas de Django? Ah oui, pourquoi pas Django? Bah parce que ça demande de séparer le front et le back. C'est pas lié à Django directement, c'est plutôt lié au fait de séparer le front et le back. Donc en fait Next.js, bah, ça permet à la fois d'avoir le front et le back au même endroit, dans le même langage, mais en plus de physiquement les mettre sur Vercel, sur une seule plateforme de déploiement. Au lieu d'avoir une plateforme pour le back, une plateforme pour le front, donc Render pour le back et Vercel pour le front, on met les deux sur le même, sur Vercel en l'occurrence. Donc ça c'est quand même super pratique. Ok. Donc voilà, Next.js pour le framework. Je pense que tout est dit. Est-ce que tu peux me montrer ou pas à l'écran un petit peu, peut-être éventuellement les outils tu vois, que tu utilises, genre en gros, comment on peut tester par exemple la version alpha entre guillemets, tu vois, avant avant de faire la version bêta, tu vois. En fait, la version alpha, c'est juste qu'il n'y avait pas encore de base de données. Parce qu'en fait, quand tu lis la base de données vraie app, Mhm. il y a une logique en plus qui est de communiquer. Ok. Tu vois, la base de données, elle est séparée du front en fait. Le front, c'est mémoire interface, c'est une mémoire qui est temporaire en fait. Quand tu fermes la fenêtre, Ouais, il n'y a pas de tout sauvegarde. disparaît. Et si tu la rouvres, voilà, c'est ça. Et donc, quand tu cliques sur, dans notre cas, générer, par exemple, dans la version alpha, bah, ça génère directement, ça appelle directement l'API d'OpenAI et ça l'affiche dans le front. Mais si tu fermes et que tu rouvres, tout est perdu. Voilà, alors que dans la version bêta, je l'ai lié à une base de données et du coup, au moment où je clique sur générer, en fait, le back, il va effectivement appeler l'API d'OpenAI aussi, mais il va également enregistrer en base de données ce qui est fait. Et du coup, si je ferme et que je réouvre, et ben, il se souviendra d'où il en était. Ça ne veut pas dire que la page n'a pas été supprimée, la page a été supprimée. Mais quand je vais la réouvrir, elle va interroger la base de données qui va lui dire voilà les données qu'il y a. En gros, donc ça permet de se souvenir des choses. Ça permet d'enregistrer les utilisateurs, ça permet d'enregistrer les générations, d'enregistrer les configurations, plein de choses. Donc si tu veux, on peut regarder ça, qui était fait dans la version alpha. Donc du coup, d'abord, j'ai fait mon code en local, donc directement sur mon ordi. Et ensuite, je l'ai lancé. Attends, je vais voir si je peux pas préparer ça. Donc voilà le code Next.js. Ça, c'est vraiment la version minimale, mais ça Alpha fonctionne. quoi. Voilà, alpha, ouais, c'est ça, alpha. Donc pour expliquer très rapidement Next.js, là, tout ça, c'est le code, donc c'est les fichiers. Je vous passe les détails, mais dans le dossier app, il y a Ouais, section project, create, du coup les deux parties du SaaS. exactement. L'API qui est connectée à du coup l'API de ChatGPT à l'heure actuelle, même si bon, on va changer Bah, en d'API, fait, changer de fonctionnement. ouais, en C'est fait, ça, hein. API, c'est les routes qui sont appelées. Donc, en gros, ce qu'il faut comprendre pour faire très simple, c'est que dans le dossier app, c'est un cas particulier. Par contre, les autres, en fait, ils vont donner le nom à la route en question. Donc, le dossier create, ça va être ici slash create. Ok. Donc, quand je vais sur slash create, Ah ça oui, en gros, m'affiche. c'est la route d'URL quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Ok, En fait, ça affiche le contenu de la page ok. qui est dans page.tsx. Donc là, dans app, on a en fait les pages de l'app. Donc API, c'est un dossier un peu particulier, mais create et project, et ben en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand je vais dans create et dans page.tsx, en fait, le code qui est écrit ici, c'est le code qui va s'afficher quand je vais sur la page create. Donc, je vais lancer l'appli pour vous montrer. Donc ça, cette commande pnpm run dev, je vous passe les détails, mais c'est pour lancer le code sur mon ordi à cette adresse-là. Donc ça, c'est pas une adresse sur Internet, hein. C'est une adresse Ouais, sur parce mon que si tu ordi coupes Internet, ça directement. fonctionne plus, ouais. Voilà ça. Là, c'est en local, donc c'est sur mon ordi. Donc là, si je Mhm. vais sur localhost 2.3000 et que je fais Enter, il va dessus, il charge. Et voilà. Et donc là, on voit que j'arrive sur slash create. Ouais. Et donc, ce Tu qu'on cliques sur voit ici, project, ça modifie l'URL et ça met au lieu de create project. exactement. Alors là, dans Ok. project, bon, ça, c'est bidon, hein. Ouais, il n'y a C'est rien, juste c'est en juste attendant. statique en fait. Voilà, c'est juste en attendant. Par contre, sur Create, il Ouais. va se passer des choses. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand je clique sur Project, ça me met sur slash projects et pareil pour Create. Et en Mhm. fait, le code qui s'affiche ici, c'est ce qui est déterminé par ce qui est dans page.tsx dans le dossier Create et Mhm. page.tsx dans le dossier Project. Ok, Tout simplement. Et donc là, on voit d'accord. que, par exemple, sur Project, bah, là, j'ai créé un tableau projet, projet 1, projet 2, projet 3. Et là, point map, en gros, ça veut dire que pour chacun des éléments du tableau, je l'affiche ici. Donc là, par exemple, là j'ai ma liste de projets. Donc là, je les ai écrits directement. Ce ne sera pas comme ça dans la version finale. Dans la version finale, il ira interroger la base de données pour voir les projets qu'il y a réellement et il les affichera. Mais là, c'est une version vraiment alpha, donc pour l'instant, ça ira bien pour tester. Donc, par exemple, celui-là, je vais l'appeler Projet SaaS. projet de SaaS. Ceci est un projet de SaaS avec mon ami Vadim. Et voilà. Et là, on voit que ça Ok, s'affiche. d'accord. Si la dernière ligne, je l'efface et que je sauvegarde, et ben hop, il affiche là. Ok. Pourquoi? Parce qu'en fait, cet objet-là, project, et ben, ici, dans la partie interface, on lui dit qu'en gros, pour chacun des éléments, et ben, il génère ce code-là qui est du HTML, qui lui dit d'afficher bah, le nom du projet, la description du projet, etc. Je vous passe les détails, mais si vous avez des questions sur le HTML, vous pouvez y aller. Mais voilà en gros, très rapidement, comment ça fonctionne. Et pour la page create, bah pareil, ici dans page.tsx, dans le dossier create, on a le code qui dit quoi faire. C'est un petit peu plus compliqué, mais en gros, c'est du React. C'est du React, ce qui veut dire que c'est pas seulement du code statique, ça fait aussi interagir des choses. Et donc c'est ce qu'on va voir tout de suite.
Si je vais dans Create, en gros, le code qui est là-dedans, il va être utilisé pour générer la sortie qui est ici. Donc, quand je vais lui dire quel est le meilleur SaaS pour gérer un CRM en 2025, là, je lui donne l'input, donc l'entrée. Et tu reçois l'output du coup. Voilà. Et quand je clique sur Generate, il va utiliser l'entrée qui est là pour mettre la sortie ici. Voilà, utilisé par API avec ChatGPT quoi. Voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, dans cette fonction handle generate et ces trucs-là, là, c'est des use state, donc c'est propre à React. En gros, tout ce qui va de là à là, c'est du JavaScript. Enfin, là, c'est même du TypeScript en l'occurrence. C'est dynamique, quoi. Il y a vraiment des choses qui se passent, il calcule. Il calcule des choses. Alors que là-dedans, dans le return, comme vous pouvez le voir, ça ressemble beaucoup à du HTML parce qu'en fait, c'est du statique. Et donc là, par exemple, button, ça c'est le bouton qui est ici. D'ailleurs, cette partie-là, si je la supprime et que je sauvegarde, eh ben, il n'y a plus de bouton. Je vais la remettre. Tac. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand je lui dis onClick et que je lui dis handle generate, ben en fait, cette fonction-là, handle generate, qui va être associée au bouton. Et donc, quand je clique sur le bouton, ça va exécuter cette fonction, qui en gros récupère l'input du bouton, donc c'est-à-dire ce qui est écrit là-dedans, et qui l'insère dans une requête ici. Et la requête generate post, et ça va ajouter input. Donc en gros, pour faire très simple, ça fait une requête à generate post qui est déterminée ici. Donc il y a 2 minutes, je vous disais que create/page.tsx, c'était le code qui dit ce qui se passe quand on va sur une page. Et ben API generate post route.tsx, ça dit ce qui se passe quand on appelle la route /API/generate post. Ça par contre on ne le voit pas ici parce que c'est appelé dans le fond. En revanche on peut le voir ici dans la partie network. Donc là quand je vais cliquer sur sur la partie network, ça sert à quoi? En gros ça c'est la fenêtre de debugging. Donc en gros c'est les outils du développeur. Ça s'affiche quand on fait F12 sur Mac. Après je crois qu'on peut aller là, voilà, More Tools, Task Manager, Developer Tools, voilà. Il y a différents moyens d'y accéder, mais en gros là il y a différents onglets. Console, ça affiche des trucs. Ça peut être pratique pour un développeur, mais là ce qui nous intéresse c'est l'onglet Network. Et donc dans Network il affiche toutes les requêtes qui sortent de la page. Donc ça peut être super pratique quand vous inspectez un site. Pour certains cas, bon c'est pour les bidouilleurs, hein. Mais là, ce qu'on veut voir, c'est qu'est-ce qui se passe quand je clique sur Generate. Et en fait, il va faire une requête. Et on va la voir apparaître ici. Et du coup, si je retourne sur page de voilà, create page.tsx, ici, on voit qu'il fait fetch /API/generate post. Donc, ça veut dire qu'il va appeler cette route-là. Ouais, requête ensuite, HTML du coup. Vers HTTP. HTTP. Ouais, je dis HTML, c'est ça? Ouais, en fait, ouais, t'as confondu. HTML, ouais, HTTP, ouais, pardon. Ouais, non, t'inquiète. HTML, c'est ces trucs-là. Div, machin. Ouais. Enfin, c'est pas vraiment du HTML, mais bon, pour simplifier, on va dire que oui. Et HTTP, c'est get, post. C'est un protocole pour faire des requêtes. Et donc là, bon, il va appeler du coup, quand je vais faire ça, il va appeler le dossier API, le dossier generate post et dedans route. Et donc là-dedans, le code qui est là-dedans, post, et ben en fait, c'est le code qui va être appelé quand je fais une requête post à cette URL. Donc ici, c'est exactement ce qui se passe, méthode post. Et donc là, le code, il fait quoi? Bon, il fait des checks, mais là, globalement, il appelle l'API OpenAI. Là, si je vais ici, on voit que l'URL api.openai.com/v1/chat/completions. C'est l'API d'OpenAI. Voilà, et donc là, input, et ben, s'il est en entrée, donc c'est ce qui est renseigné ici. Ouais, en gros, c'est le texte que tu as mis au tout début, au-dessus de Generate, quoi. Exactement. Ça. Exactement. Okay. Donc il y a la première text area pour l'input, ensuite il y a le bouton, et ensuite tu as la partie output où tu reçois le... En fait, c'est ça, c'est une requête HTTP où tu vas avoir get et ensuite post, c'est ça, non? Non, là c'est juste post. Là c'est juste post. En fait, quand je disais get, c'est en input. Ouais. En gros, tu as ton input, tu cliques sur generate, donc c'est une commande get, et ensuite tu as une commande post qui est l'output de ChatGPT, c'est ça? Ah non, c'est pas exactement ça. Je vois ce que tu veux dire, mais c'est pas exactement ça. En fait, get, ça veut juste dire renvoie-moi des données, ne modifie rien. Alors que post, ça veut dire fais des choses. Après, c'est une convention. En soi, tu peux. Ah, donc c'est juste get du coup. Il n'y a pas de post. Non, là, c'est juste post. Là, c'est juste post. Ah, juste post, ouais, pardon, ok, ouais. Là, c'est juste post parce que tu lui donnes des infos. Alors, en gros, tu vas lui dire appelle cette route. Donc, appelle la route. C'est où? Appelle la route API generate post. Mais tu vois, dans le body, tu vas lui donner une entrée. Tu vas lui donner une entrée. Et c'est à partir de cette entrée qu'il va te générer une sortie. Et donc là, on utilise du post, du coup. Par contre, get, on l'utilisera dans Project. On l'utilisera là, au lieu d'avoir ce truc-là, que j'ai fait moi-même, on fera une requête get qui lui dira va voir dans la base de données les projets enregistrés. Et donc là, il n'y a pas de modification. Tu ne demandes pas à la base de données d'enregistrer quoi que ce soit. Tu lui demandes de te renvoyer quelque chose pour le lire. Non, il n'y a pas de modification. En gros, il prend juste ce qui a été. Exactement. Donc là, pour l'instant, il y a ça que j'ai mis, tu vois, dummy data, c'est bidon quoi. Mais la prochaine étape, ce sera de, tout comme j'ai fait une requête post ici dans le dossier create, et ben dans le dossier project, on fera une requête get pour afficher ici les vrais projets. Du coup, et ben on va cliquer. Donc là, quand je clique ici, du coup, ça prend l'input qui est là et ça le met en body à une requête. Donc là, on va voir ce qui se passe ici. Je vais cocher ça. XHR, ça veut dire, voilà, c'est les requêtes HTTP. Et donc là, ici, quand je vais faire la requête, ça va apparaître. Tac, je clique. Et voilà. Et donc là, on la voit qui apparaît. Generate post. Ok. Et si je clique dessus, response
output. Donc là, on voit que en gros, bah, il y a ce qui est écrit ici. C'est la même chose. Ouais, en gros, c'est ce qui est marqué ici. Ouais. Et si je regarde payload, c'est l'entrée. Donc là, input, quel est le meilleur SaaS pour gérer un CRM en 2025? C'est ce que j'ai mis là. Et donc en fait, le input ici, eh ben, on voit que c'est le body qu'on voit là et qui lui-même vient de ce textery. Voilà, donc qui est celui du dessus. Et ensuite, l'output qui est ici, et ben en fait, on le retrouve ici, voilà, dans le textery qui est en dessous. Voilà très simplement comment ça fonctionne. Donc là, il n'y a pas de base de données, il n'y a rien, il y a juste... Ouais, juste version alpha en mode juste on branche ChatGPT, on teste juste sans créer de configuration, de base de données, d'instructions. Juste on teste input, on utilise la ChatGPT par API, on la met sur une interface qu'on a en local, si je comprends bien, pour ensuite après ajouter une base de données et la plugger ensuite après au nom de domaine, c'est ça? Donc le nom de domaine, la app.vadims.i, pour ensuite après avoir une version bêta, donc là où les gens pourront l'utiliser. D'ailleurs, ce sera une prochaine vidéo du building public. Donc en fait, préparer l'alpha pour la bêta, pour ensuite après faire le lancement avec les avis des personnes qui l'auront essayé, quoi. Exactement. Donc là, Voilà. qu'on soit clair, là actuellement, il n'y a aucune persistance. Rien n'est sauvegardé. Non. Ce bouton ne fait qu'appeler l'API d'OpenAI. Ça demande déjà une configuration pour que ça fonctionne. Mais là, si je ferme la page et que je la rouvre, il ne va rien se passer. D'ailleurs, on va le faire. Hop, et si je rouvre... Ouais, il n'y a rien dans la partie project, quoi. Voilà, il se souvient de ça parce qu'il l'a retenu dans sa mémoire immédiate, on va dire. Mais là, il n'y a rien parce que c'est le résultat d'une requête. Et project, du coup, il n'y a aucune modif. Ouais. Et d'ailleurs, si je vais là et que je reviens là après, ça a disparu ici. Ouais. En fait, pourquoi dans les projects, c'est du bidon ça? Parce que pour avoir vraiment les projets sauvegardés, il faudrait une base de données pour les sauvegarder. Il faudrait qu'en fait, quand je fais la requête ici, en plus d'appeler l'API d'OpenAI, ça sauvegarde le résultat qui apparaît là. Il faudrait que ça le sauvegarde dans la base de données. Et comme ça, quand j'irai dans projects, il pourra récupérer ce qui est stocké dans la base de données. Donc, ça demande une configuration supplémentaire. Et donc ça, ce sera pour la bêta. La version bêta, ouais. Voilà. Et donc là, c'est en local aussi. Ça, c'est clairement local. Si je t'envoie cette URL, Vadim, et que tu vas sur ton ordi, ça ne fera rien. Ouais. Parce que c'est mon ordi en fait. Local, ouais. Exactement. Ouais. Donc, deux prochaines grandes étapes pour que ce soit vraiment utilisable, c'est de le passer en prod. Donc, faire en sorte que ce code soit hébergé sur un serveur distant pour que depuis n'importe quel ordinateur, on puisse y accéder. Et évidemment, le lier au nom de domaine vadims.ai. Et puis, le lier à une base de données derrière pour que quand l'utilisateur fait quelque chose ici, le contenu qui apparaît là soit enregistré dans la base de données et qu'il puisse le récupérer dans Project. Et puis bien sûr qu'il puisse consulter son profil, avoir ses informations. Télécharger avec les boutons qu'on présente après. Voilà, exactement, qu'il ait ses données à lui qui soient retenues sur la base de données. Voilà pour cette présentation. Je pense qu'on a fait le tour. Après, si vous avez des questions sur le détail, allez-y, hein, mais je pense que les détails très techniques n'intéressent personne. Sinon, dites-moi si vous me trompez. Impeccable. Et ouais, c'est encore moi. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas d'ailleurs à tester le SaaS gratuitement parce que au moment où je te parle, là on parle du prototype, mais le SaaS est déjà fonctionnel. Donc si jamais tu as envie de tester le SaaS gratuitement, clique en dessous de la description. C'est là où tu pourras accéder à mon SaaS. Et d'ailleurs, n'hésite pas aussi également à rejoindre mon canal Telegram. C'est là où je suis le plus actif, c'est là où je partage le plus de valeur, c'est là où je donne tout en avant-première. Donc n'hésite pas à rejoindre, c'est gratos. Et puis profite de la valeur. En tout cas, je te laisse. Je te retiens pas plus longtemps, c'était Vadim. Ciao.